Célestine Dubois avait 33 ans lorsque sa future belle-sœur lui attrapa la main dans un parking sombre 11 jours avant son mariage. Chloé était censée célébrer avec elle. Au lieu de ça, elle pressa un acte de vente, plié dans la paume de Célestine et murmura quelques mots « Quitte-le » avant qu'il ne soit trop tard. Célestine crut à une erreur jusqu'à ce qu'elle voie les noms sur l'acte. Damien et une femme qu'elle n'avait jamais rencontrée. Une maison qu'elle n'avait jamais vue acheter il y a 8 mois, le mois même où il l'avait demandé en mariage. Damien avait passé l'année écoulée à dire aux investisseurs, à sa famille et à 200 invités que Célestine était l'amour de sa vie. Il n'avait aucune idée que sa propre sœur venait de remettre l'instrument de sa chute à la seule personne dont il était persuadé qu'elle ne regarderait jamais d'assez près pour le découvrir. Célestine plia l'acte, le glissa dans son sac à main et retourna à l'intérieur en souriant. Quoique Damien ait cru avoir réussi à dissimuler, tout était sur le point de se terminer. Il ne le savait juste pas encore. Avant de commencer, dites-nous dans les commentaires d'où vous nous regardez aujourd'hui. Et si ce genre d'histoire vous parle, abonnez-vous, car l'histoire de demain est encore plus intense. Le domaine des Hargrove sentait la peinture fraîche et les roses coupées. Célestine Dubois traversait le hall principal, son presse-papier contre sa poitrine, les yeux balayant chaque recoin. Les traiteurs avaient installé les buffets le long du mur ouest exactement comme elle l'avait dessiné. Le linge de table était impeccablement repassé. Les chauffe-plats étaient polis et alignés. Chaque chose était exactement là où elle l'avait imaginé il y a 3 semaines. « Marcus !» Elle s'arrêta sans se retourner. Un jeune homme en veste de serveur blanche se figea près de la table des amuse-gueules. « Madame, ces pinces sont à l'envers. La courbure doit être tournée vers les invités, pas vers le mur. »« Oui, madame. » Il corrigea rapidement. Elle continua d'avancer. C'était son rythme. C'était ce qu'elle faisait de mieux. Célestine avait bâti Dubois Traiteur à partir d'une simple cuisine louée dans une petite zone commerciale près de la porte de Saint-Cloud il y a 6 ans. À l'époque, il n'y avait qu'elle, une camionnette et une table pliante. Maintenant, elle avait 11 employés à plein temps, une cuisine professionnelle dont elle était propriétaire et une liste de clients qui s'étendait sur tout le circuit des mariages et des événements d'entreprises parisiens. Elle n'était pas arrivée là en étant négligente. Elle y était arrivée en voyant chaque détail avant tout le monde. « Et des sameish do, chef René. Je veux la confirmation pour les tours de crevettes pour le service de 15h, pas 15h, 15. » Elle parla calmement, en passant devant l'entrée de la cuisine. « Déjà fait, » répondit René. Célestine cocha une case sur son presse-papier. Son téléphone vibra. Elle savait déjà de qui il s'agissait avant de regarder. « Submergée de réunions, mais je pense à toi. J'ai hâte que tout ça soit fini pour qu'on puisse se concentrer sur nous. La surprise de la lune de miel se prépare bien. » Elle sourit à l'écran, un petit sourire chaleureux. Damien avait le don d'apparaître juste au moment où elle avait besoin d'un instant de douceur. Il était charmant comme ça. Le mot juste au bon moment livré, avec juste assez d'aisance pour que ça ne paraisse jamais répété. Elle répondit « 11 jours, ne me déçois pas ». Sa réponse fut instantanée. « Jamais ». Elle glissa le téléphone dans la poche de sa veste et se remit au travail. La visite des Hargrove se termina vers 14h. Elle passait en revue la logistique du parking avec son contact fournisseur, un homme compact nommé Gérard, qui s'occupait du linge de location et des bars portables quand il aborda le sujet. « Juste pour que vous sachiez, on a bien traité le dernier paiement. Les 14 000 € sont arrivés de votre compte professionnel hier matin. » Célestine leva les yeux de son presse-papier. La compte pour le linge était de 3 200 €. Gérard hocha lentement la tête. C'est ça. C'était une ligne distincte solde du forfait équipement complet. Ça l'a été réglé hier. Elle garda un visage impassible. Je vais vérifier. Probablement une erreur administrative de mon côté. Bien sûr, ouais. Je voulais juste vous dire que c'était passé. Elle se nota au bas de la page. Compte pro. Vérifier virement. 14 000 € erreur admin. Puis elle tourna la page et confirma le planning des fleurs. Elle était douée pour ça, compartimentée. La visite n'était pas encore terminée. Sa fête prénuptiale avait lieu chez son amie Sophie à Neuilly-sur-Seine. Des guirlandes lumineuses dans le jardin des mimosas, dans de grands verres, une table de dessert rose et or que le personnel de Célestine avait préparé en guise de cadeau.
C'était généreux, chaleureux, et exactement le genre de choses qu'elle aurait organisé pour quelqu'un d'autre. Elle se permit d'en profiter. Il y avait 22 femmes dans le jardin. Sa mère, Patricia, tenait salon près de la table des desserts, dans une robe jaune bruyante et drôle comme seules peuvent l'être les directrices de banque à la retraite qui ont élevé leurs enfants seuls. Ses amis d'université des clientes, devenus de véritables amis après 6 ans de collaboration, et Chloé. La sœur cadette de Damien était assise sur une chaise rembourrée près du bord des guirlandes lumineuses, un mimosa à la main qu'elle touchait à peine. Elle riait quand tout le monde riait. Elle serra Célestine dans ses bras à son arrivée et lui dit que le centre de table floral était magnifique. Mais chaque fois que quelqu'un prononçait le nom de Damien, quand on posait une question sur la lune de miel, quand Sophie portait un toast, Chloé devenait immobile d'une manière qui n'avait rien à voir avec la fatigue. Célestine le remarqua. Elle le remarqua de la même manière qu'elle avait remarqué les pinces à l'envers, de la même manière qu'elle avait remarqué l'écart de 3200 €. Elle classa l'information. Elle continua de sourire. Elle ouvrit des cadeaux, leva des flûtes de champagne et remercia tout le monde d'être venu. Mais elle observait Chloé. La fête se termina vers 21h30. Les femmes prenaient leurs sacs et se disaient au revoir en petits groupes. Célestine était près de la porte quand Chloé apparut à ses côtés. « Tu m'accompagnes à ma voiture. » Sa voix était basse. Pas hostile, juste basse, d'une manière qui avait du poids. « Bien sûr, » dit Célestine. Elles traversèrent le jardin ensemble sans parler. Le quartier était calme et sombre au-delà de la clôture de Sophie. Le seul son était le léger crissement du gravier sous leurs chaussures. Elles atteignirent de la voiture de Chloé, une Honda argentée, garée sous un chêne au bout de l'allée. Chloé s'arrêta. Elle se tourna. Et puis elle tendit la main et prit celle de Célestine entre les siennes. Pas doucement mais fermement comme on s'accroche à quelque chose d'important. « Quitte-le avant qu'il ne soit trop tard. » Sa voix était à peine un souffle. Elle pressa quelque chose dans la paume de Célestine, un carré de papier plié, épais et officiel. Puis elle lâcha prise, ouvrit la portière de sa voiture et disparut. Célestine resta assise dans l'obscurité de sa voiture, sans bouger. Les bruits de la fête avaient disparu. Les lumières du jardin étaient toujours allumées derrière la clôture de Sophie, projetant une fine lueur dorée à travers les arbres. Mais ici, dans l'allée, il n'y avait qu'elle, le silence, et le carré de papier plié dans sa paume ouverte. Ses mains tremblaient. Elle le remarqua de la même manière qu'elle remarquait tout calmement à distance, comme si le tremblement arrivait aux mains de quelqu'un d'autre. Elle leva la main et alluma le plafonnier. Le papier était plus lourd qu'un papier ordinaire, officiel. Les plis étaient nets et délibérés comme si quelqu'un les avait aplanis plus d'une fois. Comme si quelqu'un l'avait plié, déplié, regardé à nouveau, puis replié et transporté pendant un certain temps avant de décider quoi en faire. Elle l'ouvrit, l'entête indiquait « Service de la publicité foncière de Paris, acte de vente ». Ses yeux parcoururent de la page comme ils parcouraient un contrat de fournisseur rapide, précis, cherchant d'abord les chiffres. Date d'achat, 14 mars. 8 mois plus tôt. Mars. Elle et Damien étaient fiancés depuis 14 mois. Ses yeux trouvèrent de l'adresse une rue au Vésinet qu'elle ne connaissait pas. Puis les noms. Le vendeur transfère à Damien A. Lefebvre et Camille G. Roche. Elle le lut 2 fois. Puis elle replia le papier le long de ses plis d'origine, le mit dans la poche intérieure de sa veste, démarra la voiture et quitta l'allée de Sophie. Elle ne rentra pas chez elle. Le bureau principal de Dubois Traiteur se trouvait au 2e étage d'un immeuble reconverti du 15e arrondissement au-dessus de la cuisine professionnelle qu'elle avait achetée 3 ans plus tôt. La rue était déserte à cette heure. Elle se gara, monta, déverrouilla le bureau et alluma les lumières. Puis elle appela Julien. Il décrocha à la 2e sonnerie. « Salut !» Sa voix était alerte, pas ensommeillée. Il était probablement encore debout. Julien Marchand travaillait tard sans se plaindre. C'était bien la fête. J'ai besoin que tu viennes. Une brève pause. Juste un battement. J'arrive. C'était Julien, pas de question, avant d'être dans la pièce. Il arriva 22 minutes plus tard en sweatshirt gris et pantalon de survêtement, un sac d'ordinateur sur une épaule, un porte-gobelets à la main avec 2 cafés. Il en posa un devant elle sans un mot.
Elle lui tendit l'acte de vente. Il le lut. Sa mâchoire se contracta une fois, mais son visage resta impassible. Il le posa à plat sur le bureau entre eux. « Parle-moi des 14 000 €, dit-elle. Julien sortit son ordinateur portable et se connecta au portail de gestion de son compte professionnel. Il avait accès à ses livres depuis 4 ans plus longtemps qu'elle ne connaissait Damien. Ses doigts se déplaçaient rapidement sur le clavier. D'accord. Sa voix était basse. Voilà la transaction. C'est sorti en tant que paiement fournisseur classé sous... Il s'arrêta. Quelque chose appelé Lefebvre Fournitures et Solutions. Célestine regarda l'écran. Le nom du bénéficiaire était là en noir sur blanc. Lefebvre Fournitures et Solutions. Je n'ai pas de fournisseur de ce nom, dit-elle. Non, dit Julien. Tu n'en as pas. Il cliqua sur plusieurs autres écrans. Ce compte n'est pas dans ta liste de fournisseurs approuvés. Il a été traité manuellement. Quelqu'un n'ayant accès au portail de paiement l'a entré comme un paiement de solde standard. Il afficha l'enregistrement du virement sortant. Il a été dirigé vers un compte privé, pas un compte professionnel, un compte personnel. La pièce était très silencieuse. « Sors-moi tout sur les 14 derniers mois, dit-elle. Célestine, sors le Julien. » Il le fit. Il lui fallut 11 minutes pour effectuer la recherche complète. Elle se tenait derrière lui tout le temps, son café intact, une main posée sur le dossier de sa chaise. Les 14 000 € n'étaient pas le début. Ce n'était même pas proche du début. Il y avait des transferts plus petits éparpillés sur les mois précédents. 2 000 € par-ci, 3 500 € par-là, tous acheminés via la même société écran, tous saisis manuellement, tous sortant de son compte vers la même destination privée. Julien les additionna dans une colonne sur un tableau. Quand il eut fini, il entoura le total. Elle le regarda. Elle n'émit aucun son. Julien tapa le nom de Camille Roche dans une barre de recherche. Son profil public apparut rapidement. Une femme à la peau mate et au large sourire, photographiée lors de brunch et de soirées sur les toits, et un poste très particulier datant de ces mois. Un gros plan de sa main gauche, un diamant taille ronde captant la lumière et une légende qui disait « Il a demandé et j'ai dit oui ». En dessous de ce poste, une photo partagée Camille et Damien sur un porche, son bras autour de ses épaules, tous deux plissant joyeusement les yeux sous le soleil de l'après-midi. L'adresse dans la légende correspondait à l'acte de vente. Célestine se pencha et ferma l'ordinateur portable. Elle se redressa. Sa mâchoire était serrée. Ses yeux étaient secs. Julien se tourna sur sa chaise pour lui faire face. Il ne dit rien. Il attendit simplement. « Je ne vais pas le confronter ce soir, » dit-elle. Sa voix était égale et basse. « Je dois d'abord savoir jusqu'où ça va. » Elle regarda Julien. « Continue de creuser, discrètement. Ne déplace rien, ne signale rien. Découvre juste tout ce qu'il y a à découvrir. » Julien soutint son regard. « J'en saurai plus d'ici demain matin. »« Bien, » dit-elle. Patricia Dubois arriva à 7h15 du matin en pantoufles et avec un chemisier repassé, ce qui signifiait qu'elle n'avait pas dormi non plus. Elle ne demanda pas pourquoi Célestine avait appelé. Elle vint, c'est tout. La table de la cuisine de Célestine était déjà mise comme elle la mettait avant chaque réunion, difficile débarrassée de tout, sauf de ce qui comptait. L'acte de vente était au centre. Les relevés bancaires étaient disposés en une pile soignée, à côté le total, inscrit de la main de Julien sur un bloc-notes. Une tasse de café attendait à la place habituelle de Patricia. Julien était assis au bout de la table silencieux, les deux mains autour de sa propre tasse. Patricia s'assit, tira les documents vers elle et lut. Elle ne dit pas un mot pendant 4 minutes entières. Célestine les compta. Elle se tenait au comptoir de la cuisine et regardait les yeux de sa mère parcourir les pages, comme ils parcouraient autrefois les relevés bancaires, lentement, professionnellement, sans rien manquer. Patricia avait passé 30 ans comme directrice de banque. Elle savait lire un document qui essayait de cacher quelque chose. Quand elle eut fini, elle posa les papiers et aligna leurs bords avec le bord de la table. « Combien ?» demanda-t-elle. « Julien. » Célestine prononça son nom comme un signal. Julien tourna le bloc-notes pour que Patricia puisse lire le total entouré. Patricia le regarda. Elle inspira par le nez, puis elle croisa les mains sur les papiers et regarda sa fille. « Je m'en doutais, » dit-elle. « Pas de ça, pas exactement de ça, mais de quelque chose. » Célestine ne bougea pas. « Dis-moi. » D'abord, les absences. Un homme aussi impliqué dans sa propre vie
ne disparaît pas un dimanche sur deux sans une raison claire. Patricia tapota le côté de sa tasse de café. Et ces raisons n'étaient jamais claires. Elles étaient lisses. Il y a une différence. Lisse signifie répéter. Elle fit une pause. J'ai noté des choses. Des dates, ce qu'il a dit, ce qui ne collait pas. Tu as tenu un registre, dit Célestine, pendant environ 4 mois. Et tu ne me l'as pas dit. Patricia la regarda fixement. Non. Célestine attendit. Parce que tu étais heureuse, dit Patricia, ou tu avais l'air heureuse. Et j'avais des soupçons, pas des preuves. Je n'allais pas débarquer dans les fiançailles de ma fille avec des soupçons sans preuve et la regarder devoir choisir entre me croire et croire l'homme qu'elle s'apprêtait à épouser. Elle soutint le regard de Célestine. Je protégeais ta dignité, ma chérie, pas ses secrets. La cuisine fut silencieuse un instant. Apporte-moi le carnet, dit Célestine. Il est dans mon sac. Là. Oh. Elles travaillèrent à la table pendant 2 heures de plus. Le carnet de Patricia rejoignit la pile avec l'acte de vente et les relevés bancaires. Julien croisa les dates notées par sa mère, avec l'historique des transactions sur son ordinateur portable. 3 des virements correspondaient à 48 heures près aux absences inexpliquées de Damien. L'un d'eux était le week-end où Damien avait dit à Célestine qu'il était à une conférence immobilière à Lyon. Julien écrivit « Lyon » sur le bloc-notes et mit un point d'interrogation à côté. À 9 heures, Célestine leva les yeux. « Le mariage continue, dit-elle. Chaque appel au fournisseur, chaque essayage, chaque dégustation. Tout se déroule exactement comme prévu. » Julien et Patricia la regardèrent tous les deux. « Nous avons besoin de temps, dit-elle. S'il pense que quelque chose ne va pas, nous perdons ce temps. Donc rien ne doit paraître anormal. » Elle regarda Julien. « Tu continues de creuser. Tu trouves chaque euro, chaque compte, tout. » Elle regarda sa mère. « Tu gardes ton carnet à portée de main. » Patricia hocha la tête une fois d'un geste net et assuré. « Compris. » Elle appela Chloé, depuis la terrasse arrière, à 10 heures debout, sous le pâle soleil de novembre, avec son café. Chloé répondit à la première sonnerie. Sa voix était prudente. « Célestine. »« Je l'ai, » dit Célestine. « Je vois tout. » Une longue expiration de la part de Chloé, comme si elle avait retenu son souffle pendant des jours. « Merci, » dit Célestine, et elle le pensait de la manière dont elle pensait tout pleinement, sans fioriture. « Je suis désolée, » dit Chloé doucement. « Je suis tellement désolée que ce soit vrai. Je sais. » Célestine garda sa voix égale. « J'ai besoin que tu continues à observer de l'intérieur. Ne change pas ta façon d'agir avec lui. Ne lui demande rien de différent. Ne lui donne aucune raison de penser que quelque chose a changé. » Elle fit une pause. « Tu peux faire ça. »« Oui ?» dit Chloé sans hésitation. « Bien, je te recontacterai. » Elle raccrocha et resta au soleil 1 minute de plus, puis elle rentra. Elle envoya un texto à Damien à midi. « Salut, toi le fleuriste a confirmé les centres de table ce matin. Tu penses toujours ivoire ou crème pour les nœuds de chaise ?» Sa réponse arriva 7 minutes plus tard. « Crème, ma chérie, l'ivoire est trop froid. Tu as toujours le meilleur œil pour ces choses-là. » Elle le lut une fois, posa le téléphone face contre le comptoir. Elle pouvait le faire. Cette nuit-là, après que Julien soit rentré et que Patricia se soit endormie sur le canapé, Célestine s'assit à la table de la cuisine avec son agenda ouvert à la semaine à venir. Elle décapuchonna un stylo et écrivit une ligne en haut de la page de sa petite écriture régulière. Tout découvrir, puis décider. Elle le souligna, puis elle le souligna à nouveau. Elle reboucha le stylo, ferma l'agenda et resta assise dans le silence de sa propre cuisine un long moment avant d'éteindre la lumière. Julien travaillait comme il travaillait toujours, silencieusement, méthodiquement, sans qu'on ait besoin de lui demander 2 fois. Il revint au bureau de Célestine le lendemain matin, avec son ordinateur portable et une boîte en carton de relevés imprimés. Il les étala sur la table de conférence par ordre chronologique, du plus ancien au plus récent, remontant une année entière de sa ligne de crédit professionnel.
Il utilisa 3 surligneurs de couleurs différentes. Jaune pour les transactions signalées orange, pour les irrégularités confirmées rouge, pour tout ce qui correspondait au nom de Célestine ou à la société Écran. Au deuxième jour, il y avait beaucoup de rouge. Célestine gérait son entreprise depuis le bureau de devant pendant que Julien travaillait à l'arrière. Elle prenait les appels des fournisseurs, confirmait les commandes de linge et discutait d'un déjeuner d'entreprise avec un nouveau client. Elle fit tout cela de sa voix normale. Si quelqu'un remarqua que quelque chose n'allait pas, il ne le dit pas. À 16 heures, le deuxième jour, Julien apparut à sa porte. Il ne dit rien au début. Il leva simplement le bloc-notes où il avait écrit un nouveau chiffre en bas entouré 2 fois. Célestine le regarda. Elle posa son stylo, ferma la porte. Il lui expliqua tout à la table de conférence page par page, comme elle imaginait qu'il devait passer en revue les chiffres seul la nuit. Soigneusement sans drame, juste les faits mis à nu. Ce n'était pas 14 000 €. Ça n'avait jamais été que 14 000 €. Cette première transaction signalée était simplement celle qui avait fait surface. En dessous s'étalant sur 13 mois, Julien avait trouvé une hémorragie lente et délibérée. De petits virements, au début 600 € acheminés via la société Écran en octobre de l'année dernière, 1 100 € en novembre, puis de plus important, 3 000 €, 4 000 € espacés, juste assez pour éviter de déclencher les alertes automatiques de sa banque. Tout cela transitant par le même compte fantôme, maquillé avec des étiquettes de fournisseurs différentes à chaque fois. Fourniture de bureaux, maintenance des équipements main-d'œuvre contractuels, 60 et 1 400 € au total. Il savait exactement ce qu'il faisait, dit Julien. Sa voix était plate et contrôlée. Ces montants et cet espacement, ce n'est pas bâclé. Quelqu'un y a réfléchi. Célestine hocha la tête. Elle regardait les relevés surlignés, pas Julien. Ses yeux parcouraient les colonnes de la même manière que ceux de sa mère avaient parcouru l'acte de vente. L'an précis, ne manquant rien. Les rénovations de l'autre maison, dit-elle. C'est là que la plupart de l'argent est allé d'après le calendrier. Julien se tourna vers son ordinateur portable et afficha une série de captures d'écran des listes d'entrepreneurs, des permis de construire du département, un compte professionnel d'un magasin de bricolage. Les gros virements ont lieu juste avant les grandes phases de rénovation. Nouveau système de chauffage au printemps, travaux de cuisine pendant l'été. Il lui construisait une maison, dit Célestine doucement, comme si elle énonçait simplement un fait météorologique. Célestine continue. Oui. Julien ouvrit un autre onglet, la page Instagram d'un bijoutier, une boutique de l'avenue Montaigne, que Célestine connaissait. Elle était passée devant une centaine de fois. Il tourna l'ordinateur portable vers elle et pointa un poste datant de 8 mois. Un diamant taille-coussin dans une monture en platine, photographié sur du velours blanc. La légende disait « Commande de bague de fiançailles, personnalisée, livrée à un client très heureux ». Elle reconnut la pierre, immédiatement la coupe exacte, la monture exacte. Elle se tenait juste là quand Damien l'avait montrée dans la vitrine et lui avait demandé ce qu'elle en pensait. « Celle-là est magnifique, ma chérie. Tu penses qu'elle te va ?» Et elle avait dit oui. Elle avait touché la vitrine d'un doigt et sourit. « Il a utilisé le même compte, » dit Julien. La date correspond à un retrait de la même semaine. Célestine rapprocha un peu l'ordinateur portable. Elle regarda la photo pendant 3 secondes, puis elle repoussa l'ordinateur. « 2 bagues, dit-elle, le même argent de femme. » La pièce était très silencieuse. Patricia arriva à 17 heures avec son carnet et l'ouvrit à la première page sans qu'on le lui demande. Les entrées remontaient à 14 mois. L'écriture de sa mère était petite et précise. Les dates dans la marge de gauche des notes à côté de chacune. 3 février a dit qu'il était à une visite de propriété rentré après minuit, pas de détails quand on lui a demandé. 17 février a encore manqué le dîner du dimanche, l'excuse était une urgence, client aucune suite mentionnée. Cela continuait ainsi page après page, les entrées s'accumulant comme un dossier monté lentement et régulièrement contre un homme qui pensait que personne ne faisait attention. « Tu as commencé ça 2 mois avant qu'il ne te demande en mariage, » dit Célestine. L'instinct est venu avant que la demande. Patricia garda les mains croisées sur le carnet. Il a fait sa demande et j'ai pensé que peut-être je me trompais. Alors j'ai continué. Tu ne te trompais pas.
Non, dit simplement Patricia. Je ne me trompais pas. Célestine resta avec cette pensée un moment, puis elle regarda Julien. Commence à tout organiser, dit-elle. Les relevés, les virements, les permis de construire, tout en un seul endroit propre et daté, avec une trace papier claire. Elle se tourna vers sa mère. J'ai besoin de ton aide. Patricia hocha la tête. Célestine posa ses paumes à plat sur la table. Ce n'est plus seulement une peine de cœur, dit-elle. C'est une fraude. Elle regarda sa mère directement. J'ai besoin que tu m'aides à tout préparer pour le service des fraudes de la banque. Tu sais comment ce processus fonctionne. Je veux que ce soit bien fait. Célestine sourit à travers tout ça. C'était la partie qui la surprenait le plus. La facilité avec laquelle cela s'avérait. Elle avait toujours été douée pour le sang-froid, pour garder un visage lisse quand son esprit tournait à plein régime. Mais c'était quelque chose de différent. C'était actif. C'était un art. Elle s'assit en face de Damien lors d'une dégustation le jeudi après-midi, goûta le saumon, hocha la tête et dit « La sauce au beurre citronné est parfaite, chérie », sans en penser un mot. Elle rit à sa blague sur le plan de table. Elle le laissa lui serrer la main par-dessus la nappe blanche. Elle observait son visage détendu, confiant, complètement à l'aise, et pensait aux colonnes rouges sur le tableur de Julien. Il ne gigotait pas. Il n'hésitait pas. Il était parfaitement à l'aise. Cela lui apprit quelque chose aussi. De retour à son bureau, Julien continuait de travailler. Il avait tout réorganisé dans un dossier partagé, protégé par mot de passe, sauvegardé à 2 endroits. Le résumé financier était maintenant propre et linéaire. Une chronologie documentée. 13 mois de transactions, chacune étiquetée et sourcée. Il avait ajouté un onglet séparé pour les permis de construire, un autre pour le bijoutier, un autre pour l'enregistrement de la société Écran que Chloé avait discrètement récupéré à la greffe du tribunal de commerce sans faire de demande formelle. Chloé était douée pour ça, discrète, prudente et précise. Elle appela Célestine le vendredi matin parlant à voix basse. « J'étais chez mes parents hier soir, dit Chloé. Damien est passé. » Célestine posa son café. « Continue. » Lui et papa étaient sur la terrasse. J'étais dans la cuisine. Je ne pense pas qu'il savait que j'étais encore là. Une pause. Il parlait de toi. Qu'est-ce qu'il a dit? La voix de Chloé se tendit. Il a dit que Camille ne pose pas de questions comme toi. Il a dit que tu es... Elle utilisa le mot minutieuse, comme si c'était un problème. Une autre pause. Puis il a dit qu'il gérerait les choses après le mariage. C'est l'expression exacte. Gérer les choses. Célestine regarda le mur en face de son bureau. Une photo encadrée de son premier grand événement y était accrochée, un gala d'entreprise, 200 invités. Tout était parfait. Elle avait 27 ans. Elle avait travaillé 18 heures ce jour-là sans s'asseoir. A-t-il dit ce que ça signifiait, gérer les choses? Non, mais il avait l'air décidé comme si c'était déjà réglé. Merci Chloé. Célestine, ça va. Elle dit. Je t'appelle plus tard. Elle posa le téléphone et fixa la photo encadrée un long moment. Puis, elle se dirigea vers le bureau du fond où travaillait Julien. Elle lui raconta ce que Chloé avait dit mot pour mot. Julien écouta sans l'interrompre, comme il le faisait toujours, ses mains toujours sur le clavier. Quand elle eut fini, aucun d'eux ne parla pendant un moment. Puis Julien dit prudemment « Il ne prévoyait pas de choisir. »« Non, » dit Célestine. « Il ne le prévoyait pas. Cela la submergea comme de l'eau froide. Pas rapidement, lentement. Parce qu'une fois que l'on regardait tout ensemble, ce n'était même pas compliqué. Le calcul était simple. Célestine apportait une entreprise, une ligne de crédit, des relations dans le circuit événementiel parisien et une réputation qui ouvrait des portes. Camille apportait une maison qu'il avait meublée avec l'argent de Célestine et une relation qu'il préférait. Il n'avait jamais été déchiré entre 2 femmes. Il avait construit 2 fonctions distinctes et elle était l'une d'entre elles. Le mariage n'était pas un choix, c'était une transaction. Il prévoyait de l'épouser, de drainer ce qui restait d'utile, puis de trouver une sortie discrète, une annulation, un conflit fabriqué, tout ce qui pouvait le libérer en moins d'1 an. Retourner à Camille, à la maison de l'autre côté de la ville, celle avec la nouvelle cuisine et le système de chauffage que son entreprise avait payé sans qu'elle le sache. Minutieuse, l'avait-il qualifiée. Il l'avait dit comme une plainte. Il pensait que je ne le découvrirais pas à temps, dit-elle. Julien la regarda. Sa mâchoire était serrée. Il s'est trompé. En effet, acquiesça-t-elle. Et puis elle se tut à nouveau car sous la clarté, il y avait autre chose. Une douleur sourde et profonde qu'elle n'était pas encore prête à nommer. Pas du chagrin exactement.
Quelque chose de plus proche du sentiment de regarder en bas et de réaliser que le sol n'avait jamais été aussi solide qu'on le pensait, et de savoir qu'on y avait marché pendant plus d'1 an. Elle se laissa ressentir cela pendant exactement 30 secondes, puis elle se redressa. « Je dois parler à Camille », dit-elle. Julien leva les yeux. « Tu es sûr de ça ?»« Elle pense qu'elle est sa fiancée », dit Célestine. « Elle ne sait pas que j'existe. Quoi qu'elle pense de nous, de lui, c'est parce qu'il le lui a raconté de cette façon. » Elle croisa les bras, réfléchissant. « J'ai besoin de savoir ce qu'elle sait. J'ai besoin de voir l'image complète avant de décider comment cela se termine. » « Et si elle retourne le voir en courant ?»« Elle ne le fera pas, » dit Célestine, « parce que je vais lui montrer exactement ce que je t'ai montré. » Julien soutint son regard un moment. Puis il hocha la tête lentement et avec certitude. Célestine attrapa son téléphone et composa le numéro de Chloé. « J'ai besoin de ton aide pour quelque chose, » dit-elle quand Chloé décrocha. « J'ai besoin de rencontrer Camille Roche en personne, juste nous deux, quelque part, où Damien n'en entendra jamais parler. » Et faisait Elle garda sa voix égale. « Peux-tu m'aider à organiser ça ?» Le café s'appelait « Le boulot et le sol ». Il se trouvait dans un coin tranquille du quartier Oberkampf, assez loin du centre pour qu'aucune des deux ne risque de croiser une connaissance. Célestine l'avait choisi délibérément. Le genre d'endroit où personne ne lève les yeux de son ordinateur portable, où la musique est assez basse pour parler et assez forte pour couvrir la conversation. Elle arriva avec 10 minutes d'avance. Elle prit une table dans un coin dos au mur, avec une vue sur la porte. Vieille habitude. Elle commanda un café noir qu'elle ne prévoyait pas de boire et posa son dossier en cuir sur la table devant elle. À l'intérieur, l'acte de vente, le résumé bancaire que Julien avait imprimé et organisé, et 2 photographies. L'une de la bague de Camille provenant de l'Instagram du bijoutier, l'autre de la propre bague de Célestine de la nuit où Damien l'avait demandé en mariage. Même pierre, même monture, main de femmes différentes. Elle croisa les mains sur le dossier et attendit. Camille Roche entra à 10 heures précises. Elle était jolie d'une manière simple et naturelle. Cheveux naturels attachés en arrière, une veste en lin, de petites boucles d'oreilles en or. Elle balaya la pièce du regard une fois, croisa les yeux de Célestine et s'arrêta une fraction de seconde avant de s'approcher. Méfiante, le dos droit se déplaçant comme une femme qui avait décidé de ne laisser personne la voir avoir peur. Célestine reconnut cette démarche. « Camille », dit-elle simplement. « Célestine. » Camille s'assit, posa son sac sur ses genoux et ne commanda rien. Elle regarda de l'autre côté de la table comme on regarde quelque chose dont on n'est pas encore sûr que ce soit dangereux. « Chloé a dit que vous deviez me parler. » Elle n'en dit pas beaucoup plus. « Je sais, » dit Célestine. « C'était mon choix, pas le sien. » Un court silence. « Vous êtes son ex, » dit Camille, ce n'était pas une question. La façon dont elle le dit avait un son étudié comme quelque chose qu'on lui avait répété assez de fois pour que cela devienne un fait dans son esprit. Il a dit que vous vous croisiez encore à cause du travail, que c'était compliqué mais géré. Célestine la regarda fixement. C'est ce qu'il vous a dit. Il a dit que vous étiez séparés depuis 2 ans. Nous sommes fiancés depuis 11 mois, dit Célestine. Notre mariage est dans 9 jours. La couleur quitta le visage de Camille pas lentement d'un seul coup, comme si on lui avait arraché quelque chose sous les pieds. Ses mains se crispèrent sur son sac. Elle ne parla pas. Célestine ouvrit le dossier en cuir. Elle n'en fit pas un spectacle. Elle posa simplement l'acte de vente sur la table, le tourna pour que Camille puisse le lire clairement et le déposa comme n'importe quel autre document. « C'est votre adresse, dit-elle, et c'est son nom à côté du vôtre. » Camille le regarda. Sa gorge se noua. Célestine posa le résumé bancaire à côté. Au cours des 13 derniers mois, 60 000 € ont été prélevés sur ma ligne de crédit professionnelle par morceaux, acheminés via une société écran qu'il a créée. Cet argent a payé les rénovations de la maison. Il a payé votre bague. Elle plaça les 2 photographies côte à côte. Camille les fixa, les 2 bagues identiques en tout point. La taille ovale, le fin anneau en or, la même largeur en millimètres de la pierre centrale. Célestine la regarda passer de l'une à l'autre, la regarda assembler les pièces du puzzle. « Il m'a emmené chez ce bijoutier, » dit Camille doucement.
Sa voix était devenue plate. Il a dit qu'il avait économisé. Il a fait tout un... Elle s'arrêta, pinça les lèvres. Il a pleuré quand il me l'a donné. Il a vraiment pleuré. Célestine ne dit rien. Elle lui laissa l'espace pour y arriver. Il m'a dit que vous étiez une ex. La voix de Camille se brisa sur le dernier mot. Pas de larmes, mais de quelque chose de plus dur. La fureur spécifique de quelqu'un qui vient d'entendre à quel point on l'a fait passer pour stupide. Il est si. Il a dit que vous étiez collante, que vous n'arriviez pas à lâcher prise, qu'il se sentait mal pour vous. Je sais, il vous a décrite comme quelque chose qu'il gérait. Sa mâchoire se serra. Et moi, j'ai eu pitié de vous. J'ai pensé... Elle s'arrêta de nouveau, secoua la tête. Mon Dieu, il nous a menti à toutes les deux, dit Célestine. Pas le même mensonge, mais le même homme. Camille leva les yeux. Ses yeux brillaient, mais son visage était calme. Qu'est-ce que vous attendez de moi? La vérité, dit Célestine. Sa forme complète. J'ai besoin de savoir ce que vous savez, ce que vous avez et ce qu'il vous a dit de ses projets. Elle fit une pause. Et ensuite, je veux que vous décidiez par vous-même ce que vous voulez en faire. Quelque chose changea dans l'expression de Camille, comme si elle s'était préparée à une attaque et n'en avait pas reçu. Elle plongea la main dans son sac, en sortit son téléphone. Puis elle le posa sur la table et le fit glisser vers Célestine. « Commencez à partir d'août, dit-elle. C'est là que les choses ont commencé à bouger vite. La maison, la bague, tout ça. Il disait qu'il investissait dans notre avenir. » L'amertume dans sa voix était discrète mais vive. « J'ai 412 textos. J'ai aussi mes propres relevés bancaires. J'ai mis 30 000 € dans cette maison. Mon propre argent parce qu'il disait que nous construisions quelque chose ensemble. » Célestine regarda le téléphone puis de nouveau Camille. « Il nous a plumés toutes les deux, » dit Camille. Ce n'était plus une question. « N'est-ce pas ?»« Oui, » dit Célestine. « C'est ça. » Les deux femmes restèrent avec cette pensée un moment. Autour d'elles, le café suivait son rythme ordinaire. Les machines à expresso sifflaient, quelqu'un riait à une autre table, une chaise racla le sol. Des bruits normaux un matin normal. Rien à cette table n'était normal. « Je ne suis pas votre ennemi, » dit finalement Célestine. « Vous devez le savoir. » Camille resta silencieuse. Elle regarda de nouveau les photographies. Les deux bagues, les deux femmes, l'écriture du même homme, sur l'acte de vente entre elles. Quand elle leva les yeux, quelque chose s'était installé sur son visage. Pas de la douceur exactement, plutôt une décision. « Qu'est-ce que vous comptez faire ?» demanda Camille. « Je ne vous ai pas encore tout dit, » dit Célestine. « Mais quand je le ferai, je veux savoir si vous êtes prête à y participer. » Elle soutint son regard. « Vos textos, vos relevés bancaires, vous en personne si nécessaire. » Camille n'hésita pas longtemps, peut-être 3 secondes. « Dites-moi le reste, » dit-elle. « Et ensuite, dites-moi où vous avez besoin que je sois. » Célestine plongea une dernière fois la main dans le dossier et en sortit une feuille de papier vierge. Elle la poussa sur la table avec un stylo. « Écrivez votre numéro, » dit-elle, « et j'écrirai le mien. » Camille prit le stylo. Sa main était stable maintenant. L'appel commença à 19 heures précises. Célestine avait installé son ordinateur portable sur la table de la cuisine, la même table où elle avait étalé l'acte de vente devant sa mère 10 jours plus tôt. Maintenant, l'écran affichait 4 visages dans une grille. Julien depuis son bureau, Chloé garée dans sa voiture quelque part au calme, Camille dans ce qui semblait être sa chambre. Patricia était assise en face de Célestine, ses lunettes de lecture sur le nez, un bloc-notes jaune devant elle. « Passons tout en revue, » dit Célestine. « Tout. Une dernière fois. » Personne ne discuta. Personne ne fit de blagues pour détendre l'atmosphère. Ils écoutèrent simplement. Patricia commença. Elle fit glisser une enveloppe Kraft sur la table vers Célestine sans lever les yeux de ses notes. La documentation pour la fraude est complète.
60 et 1 200 € de virements non autorisés tracés et datés. J'ai tout soumis au service des enquêtes de la banque cet après-midi. Elle retira ses lunettes et les posa. Ils ont confirmé la réception. L'examen formel commencera à être traité jeudi. Jeudi, c'est le mariage, dit Julien. Oui, dit simplement Patricia. C'est ça. C'est tout ce qu'elle dit sur le timing. Elle n'avait pas besoin d'en dire plus. Patricia Dubois avait passé 30 ans comme directrice de banque à évaluer les risques. Elle savait exactement ce qu'elle faisait. Célestine continua. Chloé. Sur l'écran. Chloé bougea sur son siège. Elle avait l'air fatiguée. Le genre de fatigue qui vient quand on porte quelque chose de lourd sans pouvoir le poser. J'ai parlé à maman et papa hier soir, dit-elle. Séparément. Je leur ai montré l'acte de vente et le résumé bancaire. Une pause. Papa n'a pas dit grand-chose. Il est juste devenu silencieux. Maman a pleuré mais pas longtemps. Puis elle m'a demandé si tu allais bien. Célestine sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Elle le réprima. Et Damien? Il ne sait pas que j'ai dit un mot. La voix de Chloé était ferme. Il m'a appelé ce matin pour le plan de table du dîner de répétition. Je lui ai parlé comme si tout était normal. Elle regarda directement dans la caméra. Il n'a aucune idée. Bien, dit Célestine. Garde ça comme ça jusqu'à demain. Julien afficha la liste des invités sur son écran et la partagea. 204 noms codés par couleur par table son système. Il l'avait construite de la même manière qu'il construisait chaque plan d'événement propre, logique, rien laissé au hasard. Ces investisseurs, dit Célestine, où sont-ils assis? 3e et 4e rang, section centrale. Julien déplaça son curseur sur l'écran. Mark Holloway, les frères Garnier, Thomas Webb, tous confirmés ce matin. Ils ont répondu il y a des mois. Damien s'est personnellement assuré qu'ils venaient. Il dit cette dernière phrase sans expression, mais tout le monde l'entendit. Damien avait rempli la salle des personnes dont il avait le plus besoin du respect. Il l'avait fait lui-même pour ses propres raisons, sans savoir qu'il construisait son propre public. « Bien », dit à nouveau Célestine. « C'est bien. » Elle regarda le visage de Camille dans la grille. Camille était restée silencieuse pendant la majeure partie de l'appel. Pas déconnecté, ses yeux suivaient tout, mais immobile, comme une personne qui se concentre pour rester calme. « Vous savez ce que je vous demande, » dit Célestine. Ce n'était pas une question, mais sa voix était douce. « Je serai là, » dit Camille. Sa voix était plate, comme le deviennent les voix, quand l'émotion a été compressée en quelque chose de petit et de gérable. À l'arrière de la salle côté gauche près des portes, je n'avancerai pas avant votre signal. Elle fit une pause. J'ai les textos imprimés les 412 et mes relevés bancaires montrant les 30 000 €. Elle tendit un dossier vers la caméra. Il était épais. Organisé par date, ajouta-t-elle. Julien m'a aidé avec le format. Julien hocha la tête une fois. Il avait passé 2 heures au téléphone avec elle la veille au soir, lui expliquant tout. « Vous n'avez rien à dire, » lui dit Célestine. « Le simple fait d'être là suffit. Mais si vous voulez parler, vous pouvez. C'est votre choix. » Camille la regarda à travers l'écran. Quelque chose traversa son visage. Pas de la gratitude exactement, mais presque. « Je verrai comment je me sens sur le moment. »« C'est juste, » dit Célestine. Elle prit son agenda. Les pages des 2 dernières semaines étaient denses. Des notes de sa petite écriture soignée, des onglets de couleur, des encarts imprimés, un document classé ici, un appel confirmé là. Il ressemblait exactement à tous les autres événements qu'elle avait jamais organisés, parce que de toutes les manières importantes, c'est ce que c'était. Elle passa en revue la liste de contrôle final à voix haute. Documentation bancaire soumise, famille informée fait, présence des investisseurs confirmée, Camille en position d'accord. Julien avec la trace papier prêt à présenter si nécessaire après la cérémonie. Chloé en attente au sein de la famille. Chaque pièce était à sa place. Quand elle eut fini, personne ne parla un instant. Puis Julien dit doucement « Nous sommes prêts ». Célestine ferma l'agenda. Elle regarda chaque visage sur l'écran à tour de rôle. Julien stable comme il l'était toujours. Chloé fatiguée mais résolue. Camille silencieuse mais présente. Sa mère la regardant avec une expression que Célestine comprenait, mais pour laquelle elle n'avait pas de mots. « Merci, dit-elle, à vous tous. » Elle ferma l'ordinateur portable. La maison était silencieuse. Elle resta assise à la table longtemps après l'agenda, devant elle l'enveloppe Kraft à côté. Elle ne pensait pas à Damien.
Elle ne pensait pas à la robe de mariée suspendue dans le placard au bout du couloir, ni aux fleurs qui seraient arrangées avant le lever du soleil, ni aux 200 personnes qui seraient assises à 11 heures. Elle pensait à la liste de contrôle la repassant, cherchant la faille qu'elle aurait pu manquer. Il n'y en avait pas. Julien entra de l'autre pièce. Il avait été là toute la soirée. Elle lui avait dit qu'il n'était pas obligé de rester. Il était de rester quand même. Il posa un verre d'eau sur la table à côté d'elle. Elle leva les yeux vers lui. « Demain, dit-elle, je gère ça exactement comme un événement, rien de plus. » Il soutint son regard. « Je sais. » Elle hocha la tête une fois. Puis elle prit le verre-but une longue gorgée et éteignit la lumière de la cuisine. Les fleurs étaient parfaites. Des renoncules blanches et des cinéraires maritimes disposés dans de hauts vases en verre le long de chaque rebord de fenêtre du pavillon d'Armenonville. La lumière du matin entrait par les fenêtres cintrées en longues bandes dorées tombant sur 200 chaises blanches remplies de 200 personnes dans leurs plus beaux habits. Célestine voyait tout cela depuis la petite antichambre juste à côté de la salle principale. Elle resta immobile pendant que sa témoin ajustait son voile. Elle laissa tenir ses mains. Elle sourit quand elle était censée sourire. Elle avait fait des choses plus difficiles que ça. Damien était déjà à l'hôtel lorsque les portes s'ouvrirent. Elle le vit du fond de l'allée. Il portait le costume bleu marine qu'ils avaient choisi ensemble, une pochette blanche, ses belles chaussures. Il avait l'air comme il avait toujours l'air en public, soigné, à l'aise. Le genre d'homme en qui une salle a automatiquement confiance. Son sourire s'élargit quand il la vit. Elle marcha vers lui au bon rythme. Ni trop lent, ni trop rapide. Elle pensait à la liste de contrôle. Elle prit sa place en face de lui. Il tendit la main pour prendre les siennes. Elle le laissa faire. « Tu es incroyable », murmura-t-il. « Merci », dit-elle. Sa voix était égale. Ses mains étaient stables. Elle regardait son visage et n'y voyait rien d'autre que de la confiance. Une confiance totale et sans nuage. Il n'avait aucune idée, pas même un frémissement. Elle savait que ce serait vrai. Elle avait tout prévu en fonction de cela. Mais le voir de près, son aisance, la chaleur de son sourire, la façon dont il tenait ses mains comme s'il avait déjà gagné, installa quelque chose dans sa poitrine comme une clé tournant dans une serrure. Elle était prête. L'officiant prononça les mots d'ouverture, une prière, un accueil, un passage lu par le cousin de Damien depuis un pupitre à gauche. Célestine écouta chaque mot. Elle observait les invités du coin de l'œil. Les parents de Damien au premier rang, sa mère tamponnant déjà ses yeux. Les frères Garnier et Marc Holloway au troisième rang, cravate droite, programmes en main. Patricia, 4 sièges, plus loin ses lunettes de lecture pliées sur ses genoux parfaitement immobiles. Chloé, au bout du deuxième rang, les yeux sur Célestine. Julien juste à l'intérieur de la porte latérale, un portefeuille en cuir sous le bras. Tout le monde en position. L'officiant se tourna vers Damien. « Damien, êtes-vous prêt à prononcer vos vœux ?»« Je le suis, » dit Damien. Il serra les mains de Célestine et la regarda directement. Ce sourire stable et sûr. Célestine parla la première. « J'aimerais dire quelque chose, » dit-elle. Sa voix était claire, calme et portait. Le genre de voix qui remplit une pièce sans s'élever. « Avant les vœux, je dois dire quelque chose. » Une petite onde de surprise parcourut les invités. Le genre d'onde qui ne sait pas encore si elle a le droit d'être mal à l'aise. Le sourire de Damien se maintint à peine. « Célestine, ça ne sera pas long, » dit-elle. Elle lâcha ses mains. Elle plongea la main dans le petit pli intérieur de son bouquet, l'ajout de Julien au design suggéré 2 jours plus tôt, et en retira un jeu de papier plié. Elle les ouvrit lentement. Ses mains ne tremblaient pas. « Il y a 8 mois, dit-elle, Damien a co-signé un prêt immobilier pour une maison sur l'avenue de la Princesse. Il ne m'en a pas parlé. La co-signataire était une femme nommée Camille Roche. » Elle fit une pause juste assez longue. « Il a dit à Camille que j'étais une ex-petite amie qu'il devait encore voir pour des raisons professionnelles. » L'onde devint une vague. Des chuchotements éclatèrent des 2 côtés de l'allée. Au cours de l'année écoulée, 61 200 € ont été virés de mes comptes professionnels via une société écran que Damien a créée à mon insu. Cet argent a financé la maison et une bague. Elle leva l'une des pages, une impression de la photo du bijoutier Lapierre, qu'elle avait aidé Damien à choisir la pierre qu'elle croyait être la sienne.
La même pierre achetée 2 fois avec le même argent. Elle tendit les papiers à l'officiant qui les prit avec des yeux écarquillés et incertains. Elle plaça une 2e copie sur l'accoudoir du premier banc, juste à côté du père de Damien. La main de Damien se referma sur son poignet, pas fort mais presque. « Ma chérie », dit-il la voix basse et urgente, le sourire maintenant disparu. « Ce n'est pas... Tu n'as pas toute l'histoire. »« Je l'ai en entier, » dit-elle. Au fond de la salle, les portes s'ouvrirent. Camille entra. Elle ne portait aucune cérémonie, aucun drame, juste une robe sombre, son dossier tenu à son côté et une expression qui avait dépassé la douleur pour atteindre quelque chose de plus calme et de plus dur. Elle descendit l'allée gauche, la tête haute, et s'arrêta à 3 mètres de l'autel. « Je m'appelle Camille Roche », dit-elle à la salle. Sa voix était contrôlée, sinon entièrement stable. « Il m'a demandé en mariage il y a 6 mois. Il m'a dit qu'il m'aimait. Il m'a dit que j'étais la seule. » Elle regarda Damien directement. « J'ai 412 textos et 30 000 € de dépenses partagées qui prouvent que je l'ai cru. » Damien recula, juste d'un pas. Mais tout le monde le vit. « Ce n'est pas... Elle ment. Elle est ce... » Il se tourna vers les invités, écartant les mains, cherchant la version de lui-même, en qui les salles avaient toujours eu confiance. « Vous me connaissez tous. Allons. Vous me connaissez. » Personne ne bougea vers lui. Son père se leva. Harold Lefebvre était un homme silencieux. Il n'avait pas dit grand-chose au premier rang, il était juste resté assis là, la mâchoire serrée et les mains croisées sur ses genoux. Mais il se leva maintenant, et quand il parla, sa voix sortit rauque et basse, comme la voix d'un homme qui s'efforce de la contrôler. « Damien, » dit-il, « assieds-toi. » La salle explosa. Pas en cris, mais en cette vague dense et montante de voix chuchotées qui remplit une pièce lorsque 200 personnes réagissent toutes en même temps. Des chaises bougèrent, des programmes tombèrent. Quelque part, au 3e rang, une chaise racla bruyamment le sol en reculant. Célestine recula de l'autel. Elle avait dit tout ce qu'elle était venue dire. Les frères Garnier partirent les premiers. Célestine le remarqua parce qu'elle s'y attendait. Ils ne firent pas de scène. Ils se levèrent simplement tous les deux en même temps, prirent leur programme et sortirent par la porte latérale sans parler à personne. L'un d'eux avait son téléphone à la main avant même d'avoir quitté la rangée. Mark Holloway suivit 2 minutes plus tard. Il s'arrêta au bout de l'allée, jeta un regard en arrière sur Damien, puis regarda les papiers toujours posés sur l'accoudoir du premier banc. Il en prit un, le plia dans la poche de sa veste et sortit. C'est tout ce qu'elle avait besoin de voir. La salle ne retrouva jamais tout à fait son calme après ça. Les gens restèrent, mais la cérémonie non. Il n'y avait plus rien à accomplir. L'officiant recula du pupitre, les invités se rassemblèrent en petits groupes, les voix basses. La tante de Damien s'était mise à pleurer. Pas pour Célestine, pour la version de Damien qu'elle pensait avoir connue. Damien lui-même resta trop longtemps à l'hôtel. Il tenta une fois de plus de dire quelque chose. Il commença une phrase sur des malentendus, sur le contexte, sur la façon dont les choses paraissaient par rapport à ce qu'elles étaient. Sa voix avait perdu son aisance. Ce n'était plus que du son maintenant sans chaleur derrière. Sa mère se pencha et posa sa main sur le bras d'Harold. Harold ne regarda pas son fils. Il garda les yeux droits devant lui, la mâchoire serrée, le menton baissé comme un homme assis avec quelque chose qui lui coûtait cher. Chloé était déjà à côté de Célestine. Elle ne dit rien. Elle se tenait juste là, assez près pour que leurs épaules se touchent, et c'était suffisant. L'appel de la banque arriva 4 jours plus tard. Patricia annonça la nouvelle à la table de la cuisine de Célestine de la même manière qu'elle annonçait tout directement sans mots superflus. Un enquêteur en fraude avait contacté Damien pour un interrogatoire formel. La documentation que Patricia avait soumise était suffisamment complète pour que l'enquête soit ouverte dans les 48 heures suivant le mariage. Les virements non autorisés, la société écran, le routage, tout était maintenant entre les mains de personnes dont le travail consistait à suivre l'argent et à poser des questions difficiles. « Ils voudront une déclaration de votre part », dit Patricia en posant une carte de visite sur la table. « Je leur ai déjà dit que vous appelleriez d'ici mercredi. » Célestine prit la carte, la retourna une fois, la reposa. « J'appellerai aujourd'hui », dit-elle. Les investisseurs se firent discrets publiquement, mais Julien entendit des choses via le circuit événementiel. Les frères Garnier avaient déjà retiré le nom de Damien d'un projet de développement mixte auquel il était associé depuis 6 mois. Mark Holloway passa un seul appel téléphonique l'après-midi du mariage et rompit le dernier accord professionnel entre eux avant le coucher du soleil.
Il y en eut d'autres, des relations plus modestes des fournisseurs et des partenaires qui avaient fait confiance à Damien, parce que des gens comme les frères Garnier lui avaient fait confiance. Ces relations se dissolvèrent aussi rapidement et sans cérémonie, comme les choses disparaissent lorsqu'il n'y a plus rien pour les maintenir en place. Le nom de Damien revenait encore, mais pas de la même manière qu'avant. La maison de l'avenue de la Princesse fut vendue avant la fin du mois. Avec l'enquête pour fraude en cours et ses dossiers financiers désormais soumis à un examen minutieux, Damien ne pouvait plus conserver le prêt. Camille avait déjà retiré son nom de l'acte de vente avec des documents que Julien l'avait aidé à comprendre et une recommandation pour l'avocat qui avait aidé Célestine à commencer à recouvrer sa ligne de crédit professionnelle. Camille s'était rendue au bureau de Célestine pour récupérer les papiers elle-même. Elle avait frappé au lieu d'entrer, attendant à la porte. « Vous n'étiez pas obligé de venir en personne, » dit Célestine. « Je sais, » dit Camille. « Je le voulais. » Elles s'assirent à la petite table près de la fenêtre, la même que Célestine utilisait pour les réunions avec les fournisseurs, et passèrent en revue les documents côte à côte. Cela prit 1 heure. Camille posa de bonnes questions. Elle était plus vive qu'elle n'en avait eu l'air ce premier matin au café, plus sûre d'elle maintenant que le mensonge avait été extirpé et qu'il n'y avait que la terre ferme sous ses pieds. Au moment où elles finirent, la conversation s'était éloignée des documents, loin de Damien, vers des choses ordinaires. Le travail de Camille, les futurs contrats d'automne de Célestine, un restaurant qu'elles connaissaient toutes les deux dans le centre. Camille rit à quelque chose que Célestine dit, un petit rire surpris, comme si elle ne s'y attendait pas. Célestine non plus. C'est Julien qui s'assit finalement avec elle, 9 jours après le mariage, pour passer en revue les contrats restants qui devaient être annulés ou renégociés. Le fleuriste, le photographe, le complexe hôtelier pour la lune de miel, le rendez-vous pour la conservation de la robe qu'elle avait programmée pour le mois suivant, qui apparaissait maintenant absurde et silencieux dans son calendrier. Ils parcoururent la liste à son bureau, Julien lisant chaque élément à voix haute, Célestine répondant. C'était pratique, c'était nécessaire. Elle était douée pour ce qui était nécessaire. Mais quelque part entre le fleuriste et le photographe, elle s'arrêta. Elle posa son stylo. La pièce était silencieuse. La lumière de fin d'après-midi reposait à plat sur le bureau, sur l'agenda ouvert sur la liste des choses qui auraient dû devenir sa vie. Elle ne pleura pas bruyamment, juste quelques larmes lentes, le genre de larmes qui viennent quand une personne se permet enfin de ne plus se retenir. Julien ne bougea pas vers elle, ni ne détourna le regard. Il resta simplement immobile et la laissa faire. « D'accord, » dit-elle après un moment. Elle pressa ses doigts sous ses yeux, prit une inspiration. Elle reprit le stylo. « D'accord, » dit-elle à nouveau plus doucement cette fois. Le suivant. La nouvelle recrue s'y prenait mal. Célestine le vit de l'autre côté de la cuisine, la façon dont la jeune fille superposait les chauffe-plats avant que l'eau n'ait atteint la bonne température. Erreur de débutant, facile à corriger. « Kezia !» Célestine traversa le sol sans se presser. « À quelle température cette eau doit-elle être avant que tu ne poses les plats ?» Kezia baissa les yeux. 70 degrés Celsius. 75 degrés Celsius, et elle doit s'y maintenir pendant 2 minutes complètes avant que la nourriture n'entre. Si elle baisse, tout ce qui est au-dessus baisse. Tu suis ? Oui, madame. Pas de madame. Célestine ajusta elle-même le thermostat, puis recula. Fais juste ça bien. Kezia hocha la tête concentrée maintenant. Bien, c'est tout ce que Célestine avait toujours voulu de quiconque. Pas la perfection, juste de l'attention. Elle retourna vers le poste de préparation, vérifiant son presse-papier. 6 réservations dans les 3 semaines à venir, 2 déjeuners d'entreprise, 3 mariages et un dîner de retraite pour un juge fédéral qu'une cliente avait référé par l'intermédiaire d'une certaine Camille Roche. Cette recommandation était arrivée un mardi comme toujours, avec un court texto qui disait juste « La femme du juge Harmon m'a appelé. Je te l'envoie. Elle n'est pas facile, mais toi non plus. » Célestine avait souri à son téléphone un long moment avant de répondre. La cuisine était plus grande maintenant. Pas de beaucoup. Elle n'avait pas cherché la superficie pour le plaisir, mais elle avait repris le local adjacent 8 mois plus tôt lorsque le locataire était parti. Nouvel espace de préparation, une 2e ligne de four, une chambre froide qui pouvait réellement contenir un week-end de mariage complet sans empilage créatif.
Elle avait embauché 3 autres employés et promu sa sous-chef Brianna au poste de directrice de cuisine. L'entreprise avait grandi comme les bonnes choses ont tendance à le faire. Pas de manière explosive, mais régulièrement sur la base d'une réputation qui s'était construite un événement impeccable à la fois. L'histoire du jour du mariage n'avait jamais fait son chemin en ligne. Célestine s'en était assurée. Pas de post, pas d'interview, pas de recherche de satisfaction dans les sections de commentaires. Mais le monde de l'événementiel parisien était petit et avait la mémoire longue. Les gens parlaient dans les salons professionnels, les dégustations de lieux et les démontages de fin de soirée lorsque le travail était terminé et que les gardes étaient baissés. L'histoire avait traversé ce monde comme la fumée silencieuse impossible à arrêter, arrivant dans les pièces avant que quiconque ne l'annonce. Ce qu'il disait, elle l'avait entendu de seconde main par Julien, ce n'était pas que Célestine Dubois avait fait une scène à son propre mariage. Ce qu'il disait, c'est qu'elle avait affronté le pire moment de sa vie et l'avait géré comme une professionnelle. Qu'elle avait été précise, qu'elle avait été préparée, qu'elle ne s'était pas effondrée. De nouveaux clients venaient à cause de cela. Pas tous, mais assez. Un certain type de client, celui qui lui confiait les jours les plus importants de sa vie, voulait savoir que la personne qui dirigeait son événement ne craquerait pas sous la pression. Célestine avait répondu à cette question devant 200 personnes. Elle n'avait pas cherché cette réputation, mais elle la gardait. Julien l'attendait dans le bureau de devant lorsque le dernier des employés pointa. Il avait une boîte de la boulangerie à 2 rues de là, les croissants aux amandes qu'elle aimait, même s'il prétendait toujours les avoir juste pris sans réfléchir. Il prétendait cela depuis environ 3 mois maintenant, depuis la première fois, et elle n'avait rien dit parce qu'elle aimait ce rituel. Elle aimait la plupart des choses chez lui, avait-elle découvert. Pas avec surprise, elle avait toujours su quelque part sous la mécanique quotidienne de l'amitié et du travail que Julien Marchand était un homme bon. Elle avait juste passé beaucoup de temps à regarder quelqu'un d'autre. Ce qui avait changé après le mariage n'était pas une grande conversation ou un moment de sentiment déclaré. C'était plus lent que ça. C'était lui assis en silence en face d'elle pendant qu'elle pleurait à cause d'une annulation de fleuriste. C'était lui se présentant la semaine suivante avec du café et la semaine d'après avec les livres pour son nouveau bilan trimestriel, et la semaine d'après, avec rien du tout, juste lui-même stable et sans hâte, comme une personne qui n'avait nulle part où aller. Un soir à la fin du printemps, elle lui dit qu'elle était contente qu'il soit resté. Il avait dit qu'il n'allait nulle part, c'était suffisant. Chloé était passée le dimanche précédent comme d'habitude. Elle apporta le bon vin, se plaignit de sa place de parking et resta 4 heures de plus que ce qu'elle avait dit. Elle et Julien avaient une dispute en cours sur une émission de cuisine qui n'intéressait pas Célestine, ce qui signifiait qu'elle pouvait s'asseoir à l'îlot de la cuisine et manger en paix pendant qu'ils se chamaillaient. Chloé n'était plus sa future belle-sœur. Elle était juste Chloé. La distinction ne semblait pas avoir d'importance pour l'une ou l'autre. Le nom de Damien revenait parfois comme les choses le font dans une ville où tout le monde connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un. Il vendait quelque chose maintenant, des assurances ou des logiciels, elle ne se souvenait plus. Les investisseurs étaient partis depuis longtemps. Ses parents étaient cordiaux avec lui pendant les vacances, d'après ce que disait Chloé, mais la chaleur avait quitté la pièce. Il était toujours beau, probablement toujours charmant, quand il en avait besoin. Il n'avait juste plus personne qui y croyait. Célestine était la dernière à quitter la cuisine. Elle l'était toujours. Elle faisait la dernière ronde de la même manière qu'elle l'avait toujours fait, vérifiant les lignes de four, le loquet de la chambre froide, les surfaces de préparation, les lumières au-dessus du 2e poste qui restaient parfois allumées quand elles ne le devaient pas. Tout éteint, tout propre, tout à sa place. Elle se tint à la porte un moment avant d'appuyer sur le dernier interrupteur. La cuisine était silencieuse. Les surfaces en acier inoxydable captaient la lumière et la renvoyaient. 6 réservations à venir, du bon personnel. Un homme qu'elle aimait qui attendait pour la raccompagner à sa voiture. Elle pensa à un parking, à un avertissement chuchoté dans un morceau de papier plié pressé dans sa paume au trajet, à travers la ville dans le noir seul avant de savoir ce qu'elle allait faire. Cela ne lui avait rien épargné. Le chagrin avait été réel. La perte avait été réelle. Les semaines passées à l'accepter, à reconstruire ce qui lui avait été discrètement volé. Tout cela réel, tout cela difficile. Mais cela lui avait donné quelque chose de plus utile qu'une fuite propre. Cela lui avait donné du temps, le temps d'ouvrir grand les yeux, de voir la forme complète de ce qui se passait et de choisir délibérément comment cela se terminerait. Elle n'avait pas réagi. Elle avait décidé. Elle appuya sur l'interrupteur.
La cuisine plongea dans le noir et Célestine Dubois sortit dans la soirée sans se presser. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Si cette histoire a signifié quelque chose pour vous, abonnez-vous et activez les notifications. J'ai 2 histoires à l'écran que vous devez absolument regarder ensuite. Passez une excellente journée.